Président de la France qui traite les nègres de singes. Pourquoi le silence des leaders africains? Pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 13 septembre Issa Sall, analyste politique et journaliste, et Chermbo, Director of Future Africa Institute at University of Pretoria. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h avec Alassane Samba Diop sur la 90.3 et Radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 13 septembre 2020, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Issa Sall. Issa Sall, on ne le présente plus, c'est un journaliste, un confrère. Issa Sall est aussi analyste politique. Et aussi Cheikh Mbow. Cheikh Mbow est directeur of Future African Institute à the University of Pretoria. Il enseigne là-bas aussi en analyste aussi. Nous allons parler du Sénégal, de ce qui se passe depuis quelque temps dans ce pays. Vous le savez, il y a une ronde des politiciens dans la banlieue dakaroise auprès des populations sinistrées. Chaque politicien descend avec ses appréhensions, descend aussi avec ses propositions. Aujourd'hui, il semble avoir une bataille d'opinion, une bataille politique autour des inondations. Et ça semble, comment peut-on analyser cela? Oui, bonjour Alassane, bonjour Mbo. Qu'il y ait un débat politique, je dirais, plutôt qu'une bataille sur les inondations, je crois que ça n'a pas de sens dans le fait que les inondations, ce sont des phénomènes qui sont tout à fait naturels. Et que s'il y a inondation, sans doute, même s'il n'y avait pas d'infrastructure, il peut y avoir des inondations. Il peut y avoir des inondations dans la brousse. Donc, ce n'est pas ça qui est important. Je crois que le débat ne devrait pas tourner autour de ça. C'est sur ce qui a été fait pour que ces inondations qui sont dans nos cités ne puissent pas se perpétuer. Plutôt que qu'on ait une inondation tous les 10 ans, ça ne dérange personne. Mais qu'il y ait des inondations tout le temps, ça peut déranger. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette inondation, c'est le fait politique? C'est-à-dire que est-ce que les autorités n'ont pas été prévenantes? Est-ce que les autorités, ce qui a été proposé ou ce qui a été promis a été réalisé? Ça, c'est un autre débat où on ne trouvera jamais qui a raison ou qui a tort. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on analyse la situation climatique du monde. Quand on a dans une ville comme Dakar, je ne connais pas les chiffres, mais où on est habitué à avoir 20 mm, 30 mm, on se retrouve avec 100 mm. Vous êtes sûr qu'il y aura énormément d'eau. Cette eau, soit ça s'infiltre, soit ça coule. Et aujourd'hui, dans une ville comme Dakar, où il y a énormément de routes et de constructions, l'infiltration, la surface d'infiltration est devenue très réduite. Et que donc, forcément, l'eau va couler. Et l'eau va couler et va aller où? Certainement dans les bas-fonds, et surtout va utiliser des canalisations. Ces canalisations, ont été dimensionnées sans doute pour 40 mm, mais pas pour 100 mm. Parce que si vous achetez une chemise, vous n'achetez pas une chemise quand vous êtes maigre et vous dire que quand j'aurai plus de 10 kilos de supplémentaire, je continue à porter cette chemise. Vous faites une chemise avec peut-être une taille supérieure, mais pas avec 4 tailles supérieures. Donc, c'est ce qui arrive avec nos installations, et que je comprends qu'il y ait eu énormément de bruit autour de ces inondations, mais c'est un phénomène extrêmement naturel qu'il faut comprendre comme tel, et que même si on mettait le budget du Sénégal, je ne suis pas sûr qu'on réussirait à arrêter ce phénomène-là des inondations. Maintenant, ce que les politiques disent, écoute, au Sénégal, on est habitué, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, comme disent les Wolofs, ils attendent que le serpent passe pour s'acharner sur ses traces. Et ce n'est pas important ça. Vraiment, il y a d'autres débats beaucoup plus importants que les inondations, qui sont des phénomènes extrêmement naturels qu'on comprend parfaitement et qui ne sont pas gérables pour aucun pays du monde si la nature s'y mêle et atteint un niveau de réaction énorme. Un ouragan, on ne fait pas face, on subit.
Voilà. Cher Mo, il y a eu beaucoup d'eau. On a vu que la ronde des politiciens auprès des populations, chacun est venu avec ses promesses, ses dénonciations. Ouais. Est-ce qu'il y a une bataille politique autour des inondations au Sénégal? Mais je pense que la question des inondations est une question très sérieuse. Je ne vais pas ramer à contre-courant de mon vis-à-vis, mais je pense qu'on parle d'inondation quand l'eau envahit les hommes, quand l'eau envahit les infrastructures ou les cultures, quand les services sur lesquels on s'appuie pour vivre, ces services sont envahis par l'eau avec des dommages et des pertes. Et ce qui se passe à Dakar, c'est ce qui se passe dans les champs du fleuve quand la rivière déborde, c'est ce qui se passe au niveau des grands deltas, etc. etc. Et cette question, pour moi, elle dépasse un peu la polarisation politique autour de cette question entre opposition, personnes au pouvoir. Je pense que c'est au niveau national que ça se pose. Ce qui se passe en ce moment dans ce pays devrait interpeller toutes les forces vives au-delà des hommes politiques, que les intellectuels s'y mettent, que les autorités locales s'y mettent, que les associations s'y mettent. C'est toute la citoyenneté sur laquelle ce pays peut compter qui doit gérer ces inondations. Et je voudrais dire que si vous regardez, vous observez un peu ces phénomènes, et vous allez avoir peur pour le futur, parce que ça va continuer à se répéter. Les projections climatiques montrent qu'il y a une plus grande fréquence et une plus grande amplitude de ces phénomènes extrêmes dont M. Issa Sall a fait allusion tout à l'heure. Mais si vous regardez les cumuls pluviométriques, c'est-à-dire la totalité des pluies qu'on a reçues dans les années 50, on a fait des calculs au niveau de l'université de Dakar. Dakar n'avait pas moins de 800, 700, 800 mm. En ce moment, les pluviométries tournent autour de 400, 450 mm ou moins. Vous pouvez vérifier avec la météorologie nationale. Ce qui se passe, c'est les événements extrêmes, les pics de précipitation au mois d'août, au septembre. En 2005, c'est ce qui s'est passé. À mi-août, on a eu des pluies exceptionnelles, des records de pluies exceptionnelles, qui étaient prévisibles, mais on ne savait pas exactement à quel moment ça arrive. Ce qui est arrivé en début septembre, c'est exactement cela. Une succession de pluviométrie et de fortes pluies en un temps très record. Le temps de l'écoulement est très court, le temps de l'infiltration est très court et du coup, on a des inondations. Maintenant, le facteur humain, il est important. Effectivement, il y a des facteurs naturels que vous pouvez mettre sous le coup des inondations, mais le facteur humain est réel, particulièrement pour l'aménagement urbain. Je disais tout à l'heure dans les coulisses à mon collègue que Dakar, c'est comme une entonnoir. On a le Cap Manuel, on a les Mamelles. Et l'eau s'écoule pour arriver au niveau de la zone de Gueltapé. C'est pour ça que les colons, justement, ont mis les canalisations pour aller vers Soumbédioune d'un côté ou aller vers la baie de Anne de l'autre côté. Alors, maintenant, ces eaux qui allaient vers Anne continuaient à se perler sous forme de marigots et de rivières pour arriver sur la grande Niaï de Pékin. Mais toutes ces zones-là qui constituaient l'hydrosystème de Dakar a été perturbées par les infrastructures qu'on a mises en place. Anne-Marie est totalement occupée. Il y a très peu d'écoulement et vous allez voir d'ici quelques années, Anne-Marie est en train de s'humidifier. Il y a beaucoup d'eau stagnante. Si vous allez dans le parc de Anne, ce lac-là qui s'associe, il y a maintenant de l'eau en permanence. La grande Niaï de Pékin a de l'eau en permanence. Il y a une saturation hydrique de l'écosystème de Dakar parce qu'on ne pompe plus l'eau et parce que effectivement l'écoulement est très ralenti. Bon, les mêmes hydrosystèmes qu'on observe au niveau du lac Tanma, ces hydrosystèmes sont asséchés parce que la pluviométrie a diminué. Mais au niveau de Dakar, effectivement, cette humidité des dépressions, et il y en a beaucoup, on a fait des calculs, 30% de Dakar, c'est à moins de 5 mètres d'altitude. Et du coup, ces altitudes très basses occupées par les infrastructures vont entraîner des inondations récurrentes. Maintenant, les solutions politiques, pour moi, ça doit être des solutions intégrées, où des aspects techniques et des aspects non techniques, les aspects structurels et les aspects non structurels doivent être discutés. Je crois qu'il faut des assises nationales, pour pouvoir discuter vraiment en profondeur de ces questions et trouver des solutions durables. Justement, et ça, les phénomènes qu'on vit aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas une planification qui a été mise en place pour, en amont, mais aussi en aval, calculer ce qui va se passer. Dakar a un plan, le Sénégal a un plan d'aménagement des territoires qui vient d'être voté ou bien adopté il n'y a même pas 3 ou 4 mois. Les gens ont construit dans des zones inondables alors qu'on aurait dû peut-être éviter tout cela. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une distorsion entre la recherche et la planification au Sénégal? Écoute, mais
Alassane, vous savez, dans les années 70, quand il y a eu la grande sécheresse, mais cette banlieue-là n'était pas occupée. Et les populations sont venues s'installer. L'État n'avait pas aménagé. Les Médina Gounass, les Kermassar, les routes de Boune, Benin, toutes ces zones-là, moi, quand on les visitait il y a 30 ans, il n'y avait personne. Aujourd'hui, ce sont des zones occupées. Et l'État n'avait même pas les moyens d'aménager pour attendre, pour que les populations arrivent après. Parce que pour aménager une ville, il faut construire les routes d'abord, il faut mettre les infrastructures, les VRD, et ensuite les populations s'installent. Mais ça n'était pas possible. L'État du Sénégal n'a pas les moyens. On oublie souvent que nous sommes dans un État pauvre, très pauvre même. Vous avez une ville, on dit 3 millions, mais peut-être qu'on est à 5 millions à Dakar. D'ici à Rufisque, mais il n'y a pratiquement plus d'espace. Et ces populations qui sont installées, l'État a laissé faire, parce que l'État n'avait pas les moyens d'anticiper leur installation. On a laissé faire les Médina Gounass. Mais vous savez que les gens se sont installés dans des marigots qui se sont asséchés. Et après, maintenant, il faut faire des aménagements, ça va coûter encore beaucoup plus cher. Dalifort, mais le soleil, la cité soleil qui était une zone, je crois, un endroit extrêmement symbolique. Mais la cité soleil était installée dans un marigot, parce que je connais bien le quartier, parce que j'habitais à côté. Mais quand les gens s'installent dans ces marigots, parce qu'il y a une chasseresse, mais quand il y a la saison des pluies, le professeur Mo disait 800 mm à Dakar dans les années 50. Aujourd'hui, on est à 400. Mais Dakar, la pluie de l'autre jour, c'est à peu près le quart de 400. Exactement. Ouais. En une journée. Phénomène. Donc, forcément, il n'y a pas de planification capable de faire face quand on n'a pas les moyens de réaliser ces vues, de réaliser ces projets. On a beau le faire, on n'y arrivera pas parce que nous n'avons pas les moyens. On a planifié, on a fait le barrage de Manantali, mais les terres encore du fleuve là sont là, personne ne les cultive parce que nous n'avons pas une politique qui nous permet de les mettre en valeur. Donc, ce n'est pas parce que nous avons une idée que l'idée réussit. L'idée, ça peut réussir dans la tête, ça ne se réalisera que parce qu'on a les capacités de les mettre en œuvre. Au Sénégal, nous sommes dans un pays pauvre. Quand on met 700 millions ou on projette 700 millions sur 10 ans pour faire face aux inondations, mais vous allez aux États-Unis, ils mettront 10 milliards. Mais sûrement, Katerina, vous ne savez peut-être pas, mais c'est des centaines de milliards de dollars qu'ils ont mis pour faire face à ça. Nous n'avons pas les moyens. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que est-ce que l'État a cette capacité ou cette force pour dire voici une zone non édificante et que personne ne s'y installe. Ça, c'est la première chose à faire. Si c'est une zone où on ne doit pas s'installer, il faut que les gens ne s'y installent pas et que l'État a l'autorité et les moyens d'interdire l'installation de ces personnes sur ça. La zone de captage. Moi, en tant qu'étudiant de journalisme, je suis allé à la zone de captage pendant la saison de pluie. J'étais avec le directeur de la SONES et on a regardé l'eau qui coulait des SICAP et qui vont vers Grand Yoff. Et quand l'eau arrivait, ça disparaissait sur le sol. Des vagues d'eau qui arrivaient et qui disparaissaient. Aujourd'hui, la zone de captage est occupée. Exactement. Vous avez un marigot, ils ont eu des installations, même de l'autre côté de l'autoroute, parce que l'État a failli parce que l'État n'a pas osé continuer l'aménagement qui existait avant. Quand les Européens sont arrivés à Dakar, ils ne se sont jamais installés, par exemple, sur la côte nord. Parce qu'ils savaient qu'avec les embruns marins, mais vous mettez une maison, personne. Mais aujourd'hui, tout le monde est là-bas. Donc, il y a des choses, il faut savoir faire des choix et les faire respecter. Et je crois que c'est là où il y a un problème. Ce n'est pas le fait d'avoir un plan d'aménagement du territoire, mais si on l'a et on ne l'applique pas, parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit je veux ce terrain, et vous le lui donnez parce que vous n'osez pas lui dire non. Ou des gens s'installent, vous dites ah non, je ne peux pas les enlever parce que demain ils vont voter contre moi. Je l'ai vécu en tant que journaliste. Des hommes politiques qui refusent de déguerpir des gens parce que tout simplement c'était des votants. Ici à Arafat. C'est pourquoi le pont qu'il y avait ici, le pont de 2012, mais c'est un pont qui était un peu en biais avec l'autre, alors qu'il devait être perpendiculaire. Parce que tout simplement, on n'a pas voulu déguerpir Arafat et construire un pont correct. Et on a dû refaire. Ce qu'on
Ce qu'on laisse faire aujourd'hui, demain on va corriger et ça va coûter beaucoup plus cher. C'est pourquoi l'autorité, quand il a un plan, et que quand ce plan est validé d'une manière technique, politique et sociale, il faut qu'on l'applique. Mais on ne peut pas se permettre de changer de monture à chaque fois qu'on rencontre un obstacle, on change. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il faut des assises sur les inondations au Sénégal pour que tout le monde, tout le pays soit concerné, qu'on comprenne ce qui se passe, que la planification soit mise en place pour éviter de payer un tribut plus lourd à l'avenir? Je suis d'accord avec vous qu'il doit y avoir une concertation nationale, un débat profond, un débat serein, un débat qui dépasse un peu les clivages politiques et l'émotion du moment. Chaque année, M. Alassane, vous voyez qu'on parle des inondations de façon récurrente. Et ces solutions pérennes-là, on doit les puiser dans des connaissances approfondies qui ont été structurées par rapport à ces questions d'inondation. Il y a une force de proposition qui est très vivace en ce moment sur l'utilisation de ces eaux. Évidemment, la nappe de Dakar est très polluée, mais une nappe qui est polluée pour la consommation n'est pas forcément mauvaise pour d'autres utilisations, notamment l'utilisation agricole. La capacité, le stockage de l'eau à Dakar, il est tel que on peut faire énormément de choses sur les constructions, sur l'agriculture. On peut éjecter l'eau à l'intérieur du pays pour pouvoir faire de grands champs et puis créer une valeur ajoutée. Et je crois que l'utilisation de l'eau pour développer ce pays devrait être la question principale. Mais comment se débarrasser de l'eau, pour moi, c'est une erreur. Et je le dis parce que si vous regardez ce qui a été investi, prenons l'histoire récente des inondations. 2003, moi, j'étais au Nyokolokoba, j'ai vu le fleuve Gambie dépasser carrément des côtes d'altitude. C'était un signal. On n'a pas pris compte de ce signal-là. En 2005, il y a eu des inondations. Saint-Louis a eu des problèmes de ce genre. Mais regardez la quantité d'argent qui a été perdu sur les infrastructures dégradées, sur des maisons qui ont été abandonnées. Ça, c'est de l'argent qui est perdu. Je ne parle pas de l'argent investi par l'État et les structures privées, des fondations et des personnes qui ont donné des pompes. Si vous agrégez tout ce montant-là, mais c'est de l'argent qui aurait pu être injecté dans l'économie du pays. Mais c'est de l'argent qu'on met par la fenêtre. Donc je considère le fait de ne pas gérer correctement ces inondations, de s'asseoir et de discuter en profondeur de cette question, constitue une barrière pour le développement de ce pays. On parle de Sénégal émergent. Je pense que cette émergence-là devrait aussi régler les barrières et les limites du développement, comme les inondations, les changements climatiques et des facteurs de ce genre. Et ce qu'il a dit, il est important sur la croissance urbaine. Dakar, sa croissance, comme la ville de Ouagadougou, est estimée à plus de 4%, parce qu'il y a la croissance naturelle, c'est la natalité, etc. Mais il y a l'immigration, il y a des gens qui viennent à Dakar tous les jours. Ça, c'est des options politiques. Pourquoi Dakar devrait être le seul pôle économique du pays? Ça, c'est une grande question. Et quelque chose qui est lié à ça, c'est que un plan ne se met pas en œuvre tout seul. Un plan doit avoir, disons, ce qu'on appelle en anglais feasibility. Qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre en œuvre ce plan? Ce n'est pas seulement le plan financier, c'est le plan technique, c'est le plan institutionnel. Et sur le plan institutionnel, vous allez le constater comme moi, la coordination entre les institutions de ce pays, vraiment, ça change. Le ministère de l'Intérieur gère le plan Orsec, mais la question des inondations dépasse les compétences du ministère de l'Intérieur. Il y a le ministère de l'Habitat, il y a le ministère de la décentralisation, il y a plusieurs ministères. Et on n'a pas un cadre neutre, disons, déconnecté d'une institution, d'un ministère, pour pouvoir gérer ces questions transversales. Et ces plans, quand on les met en place, en plus, à partir du moment où on essaie de les mettre en place, on voit que la réalité que ces plans voudraient adresser, cette réalité a changé entre-temps, tellement le croix est rapide. En 2 ans, la ville de Médina Gounass, qu'il dit, cette population qui était estimée à 60 000 habitants passe à 80 000. Il disait tout à l'heure, et il m'a attiré l'attention, dans cette zone de Point E, toutes les maisons qui étaient des maisons avec une petite famille sont devenues de grands immeubles. Donc, des consommations d'eau qui augmentent, ainsi de suite. Une infrastructure qui n'est pas calibrée à cette nouvelle demande. Tout cela devrait être exploré. Je vais terminer en vous disant que la question du risque dépasse la question des inondations. En saison sèche, vous nous parlez souvent des feux de brousse qui ravagent des villages, des récoltes. La Sénélec, j'ai des amis qui travaillent à la Sénélec qui disent que les questions d'électrocution et de l'occupation des zones de haute tension est un gros problème. Dakar est assis sur une combinaison de risques. Et je crois que l'analyse intégrée de ce risque
en intégrant les inondations dans ce risque de façon générale, devrait être une approche absolument gagnante si on va avoir une écologie urbaine qui est viable. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps qui reçoit Issa Sall, journaliste et analyste politique, et Cheikh Mbo, spécialiste des inondations. Issa Sall, il y a eu beaucoup d'argent qui a été annoncé sur le plan décennal concernant les inondations. On parle de plus de 750 milliards. Aujourd'hui, il y a une guerre de chiffres entre l'opposition et le pouvoir par rapport à ce qui a été mis dans les inondations. Le président demande une évaluation de cet argent. L'Assemblée nationale va se réunir mardi prochain sur cette question bien précise. Est-ce qu'une bonne planification de cet argent aurait pu aider à ne pas subir ce genre de situation? Il faut d'abord, sûrement, merci Hassan, retourner à ce qui avait été l'exposé des motifs pour sortir autant d'argent, pour projeter autant d'argent. Parce que souvent aussi, on a l'habitude ici au Sénégal que quand il y a un problème, les autorités annoncent un chiffre. Mais ce n'est pas le chiffre qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire. Si on a d'abord dit, écoute, il faut creuser une canalisation, mais dans ces conditions, on sait que c'est creuser une canalisation et on évalue comment mettre cette... Mais au Sénégal, souvent, c'est ça. Et donc, ces 750 millions, je crois que c'était sur 10 ans. Milliards, 750 milliards, c'est sur 10 ans. Mais 750 milliards sur 10 ans, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est petit? Est-ce qu'on l'a utilisé à bon escient? Je crois que l'Assemblée va le faire. Moi, je ne suis pas bien placé pour en parler. Mais je constate qu'il y a eu des infrastructures quand même qui ont été mises en place ici au niveau de Dakar. Je sais, Dalifort, Médina Gounass, je crois. C'est le truc à Pékin. Et d'autres infrastructures qui ont été mises en place. Je ne dis pas que tout a été bien fait, mais je sais qu'il y en a. Et il y a des zones, même Grand Yoff, s'il n'y avait pas cette pluie exceptionnelle, depuis quelques années, on n'entend plus parler des inondations en Grand Yoff parce qu'il y a un système avec un pompage des eaux, un relèvement des eaux pour pouvoir l'évacuer. Mais quand vous avez 100 mm, ils ne peuvent plus tenir. Et c'est pourquoi il y a des inondations. Il y a des infrastructures qui ont été faites. Est-ce que le prix qui a été payé est à la hauteur de ce qui a été attendu? Et est-ce que ces infrastructures répondent aux besoins et répondent à ce qu'on attendait? Ça, j'en doute. Parce qu'aujourd'hui, on a des inondations encore. Mais est-ce qu'il ne faut pas évaluer le plan? Mais forcément. Pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. La règle, c'est quoi? Rendre compte. Mais aujourd'hui, il faudra rendre compte, il faut qu'on puisse dire, écoutez, nous avons investi tant dans tel endroit et dans tel endroit pour faire face, ou dans l'aménagement global du territoire. Je ne pense pas que ce sont des opérations, je dirais même coup de poing. On considère qu'il y a un quartier qui est un peu mal pourvu en infrastructure, on y met de l'argent. Mais d'une manière globale, je ne pense pas que ce plan a été un plan global pour l'aménagement du territoire, comme le professeur le disait. C'est-à-dire que de dire, écoutez, nous avons de l'eau à Dakar, comment faire en sorte que cette eau-là ne stagne plus à Dakar ou humidifie le sol à Bel Air ou je ne sais pas où. Mais ce n'est pas ça le grand projet. Le projet, c'était de faire face à des inondations de Grand Yoff, de Médina Gounass, de Dalifort. Cité Soleil, c'était une préoccupation du chef de l'État. Il faut qu'on fasse tout pour que Cité Soleil... Mais est-ce que globalement, ce plan répondait à une question nationale, à une question dakaroise ou à une question de la presqu'île du Cap-Vert? Parce que la Grande Niaille, comme il dit, ou même le Technopôle était océanique avant. Quand on creuse, on trouve des coquillages. Donc, vous voyez que certains même disent que les études de faisabilité étaient beaucoup plus complexes. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Oui, mais nous, aujourd'hui, quand on constate qu'il y a des problèmes aujourd'hui, alors qu'on avait projeté de faire face à un problème, mais on se dit que le problème n'a pas été résolu. Et donc, aujourd'hui, s'il y avait 750 milliards, je ne sais pas si tout a été consommé, mais ce qui est certain, c'est que moi, dans ma vision de ce qui a été fait, ce sont des actions ponctuelles. On s'est attaqué à l'inondation à Grand Yoff, à Médina Gounass, à Dalifort. On s'occupe de Rufisque peut-être. On s'occupe du petit lac de Mbao, on n'a rien fait là-bas. Donc, ce sont ces choses-là. Mais on n'a pas dit, écoute, Dakar, comment faire pour se débarrasser de l'eau et comment faire pour que cette eau-là aille dans la mer ou, je ne sais pas, pour des cultures vivrières. Ça, je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. On a investi dans des opérations ponctuelles. Est-ce que le danger, c'est pas qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on parle de changement climatique et où il y a de plus en plus de cumuls d'eau plus rapprochés,
avec des séquences beaucoup plus rapprochées. Et si aujourd'hui la réflexion n'est pas menée, que d'ici peut-être 10 ou 15 ans, que Dakar soit complètement submergé par les eaux. Cette question de l'anticipation du risque est centrale dans la gestion des inondations. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi on attend que l'eau soit dans nos maisons pour poser la question des inondations? Chaque année, c'est la même chose. On ne parle des inondations que quand on est au mois d'août, au mois de septembre. Or, la question des inondations se règle quand l'eau n'est pas là. Absolument. On a 9 mois de l'année où il faudrait avoir l'évaluation, justement, M. Fall. Comme il le dit, il l'a si bien dit, c'est pas justement juste au moment où on cherche à évacuer l'eau. Je vais revenir sur l'évacuation de l'eau parce qu'il y a beaucoup d'amalgames et d'erreurs qui seront là-dessus. Je crois que ces questions d'évacuation d'eau, ces questions de planification du risque, cette question de la préparation des communautés au risque, les plans de contingence qui a été à un moment donné mis en exergue pour la gestion des inondations, toutes ces approches-là ont été laissées en rade pour mettre l'accent sur l'argent qu'on met sur les motopompes. Mais écoutez, quand vous avez un sol qui est déjà saturé et qu'il y ait de l'eau en plus qui vienne s'y rajouter au mois d'août et de septembre, vous pompez cette eau-là, mais il y a toujours disons, renflouement de l'eau à partir du sous-sol. Et c'est comme si c'est des vases communicants. Vous sortez l'eau, l'eau revient. Et en plus, les gens, quand ils font le pompage, ils le reversent sur le même bassin versant. Et l'eau revient. Et l'eau revient. Et donc, c'est un éternel recommencement. À partir d'octobre-novembre, le système s'estompe par lui-même et on est tranquille. Et l'année prochaine, on recommence. Moi, je pense que les réponses par rapport à ces inondations ne sont pas toujours des réponses financières ou des réponses techniques. C'est des réponses liées à la législation. C'est des réponses liées au zonage urbain. C'est des réponses liées à la verdure, à l'infiltration. Dakar est brune. Dakar n'a pas de verdure. J'ai beaucoup salué, applaudi les efforts qui ont été faits par le ministre de l'Urbanisme. Et j'ai beaucoup applaudi quand le président a réservé une partie de l'ancien aéroport pour en faire de la verdure. Ça, ce sont des initiatives de ce genre qu'il faut combiner avec le bâti. Dakar subit la tyrannie du bâtiment. On a tout bétonné. Et du coup, l'eau n'a pas d'espace. L'eau ne s'infiltre que quand il y a de la végétation. Ça veut dire un peu partout, ça s'écoule. Et les infrastructures, en les faisant, il faut les faire en sorte que ces infrastructures ne posent pas de problème. L'autoroute à péage, je l'ai dit, dès qu'ils ont commencé à construire, quand vous sortez du rond-point Padoua et que vous descendez pour aller en Cambérène, vous faites un plongeon. À un moment donné, vous voyez, vous êtes au ras de la végétation. Vous avez des tifas à droite, vous avez des tifas à gauche. Ça veut dire que c'est de la végétation hydromorphe qui est là. Et quand on le construisait, j'ai eu la curiosité d'y aller, ils ont mis des toiles géosynthétiques pour que la route puisse tenir. Parce que les gens qui le faisaient, ils savaient que c'est une zone où l'eau quittait les maristes pour aller vers la Grande Niaï de Pékin. Et il y a quelques années, cette zone-là avait subi des inondations. Donc une infrastructure qui aura coûté des milliards parce qu'on n'a simplement pas tenu des formes fonctionnelles de l'écologie urbaine, va encore nous coûter des milliards pour l'entretenir et effectivement pour effectivement à un moment donné l'améliorer. Moi, je pense que ces questions-là doivent être discutées au-delà des considérations techniques, au-delà de ces considérations politiques et financières, qu'on en discute, qu'on trouve un plan et que chacun s'y mette. Et l'échelle de mise en œuvre, justement, pour moi, n'est pas l'échelle étatique. Moi, j'ai une conviction là-dessus que la résolution de ces problèmes climatiques, qui arriveront de plus en plus, comme vous l'avez dit, seront réglés au niveau local. Les collectivités locales doivent être impliquées. Chaque collectivité locale doit connaître la topographie de sa zone. On a des outils pour ça. Et il y a les services étatiques qui l'ont. Le centre de suivi écologique n'a pas été instauré au Sénégal pour rien. Ils ont énormément d'outils satellitaires. Les modèles numériques de terrain, on les maîtrise. Il y a des environnementalistes dans ce pays. L'Institut des sciences de l'environnement que vous connaissez à Lassane a formé énormément de jeunes qui connaissent un peu comment gérer ces questions. En mettant tout cela au service des collectivités locales pour pouvoir détailler les plans stratégiques de façon générale, parce que ces plans n'entrent pas dans ces petits détails. Où à Médina Gounass, on a de l'eau, ils ne te diront pas. Ils savent qu'il y a des inondations. Mais ça, c'est le maire, les collectivités locales qui vont désarticuler un peu toutes ces connaissances et les mettre segment par segment pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque intra, chaque mètre carré. Dakar n'est pas grand.
Dakar, c'est 500 km², c'est pas grand, ça peut vite faire l'objet d'études détaillées. Et c'est à partir de ces études et la concertation avec les populations locales qu'on va utiliser ces milliards pour pouvoir faire les solutions idoines au niveau de ces... Et les eaux de pluie, là, qu'est-ce qu'on va en faire? On doit les jeter à la mer ou on peut l'utiliser ailleurs pour développer le pays? Une partie ira à la mer, mais il y a une grande partie. Moi, je rêve d'un projet, vous allez dire que bon, c'est la réflexion d'un universitaire, de faire des pompages de très grande ampleur et de ramener l'eau dans le Cayor, dans le Sine, dans le Saloum, et de faire des cultures de contre-saison 9 mois de l'année, et c'est de l'eau de Dakar qui va le faire. Parce que l'eau qui nous vient du lac de Caire, il est tellement précieux qu'on ne peut pas l'utiliser on peut l'utiliser pour faire du jardinage, mais ce n'est pas indiqué. Mais cette eau qui est à Dakar, effectivement, il y a une pollution de nitrate, mais elle peut être une eau qui est très bien pour l'agriculture. Et dans d'autres pays, aussi arides que le Sénégal, qui est un pays sahélien, justement le paradoxe, on a de l'eau, on ne sait pas quoi en faire, alors qu'à un certain moment, il y avait beaucoup de coupures d'eau. Cette eau-là, pour moi, a beaucoup d'utilité. On fait beaucoup d'infrastructures qui nécessitent de l'eau. On fait de l'agriculture avec l'eau. Il faut peut-être envisager un programme pour réutiliser cette eau pour l'agriculture, pour l'élevage, pour aussi la pisciculture. On peut le faire avec la pisciculture. Il suffit de gérer un peu la qualité de l'eau, etc. Donc, explorer ces pistes de réutilisation d'une ressource. L'eau, c'est de l'or. Mais si on le voit comme un ennemi, on la jette dans l'océan. Et ça, dans le long terme, ça pourra porter préjudice à l'ambition de développement qu'on donne à ce pays. Et ça, justement, il ne faut pas explorer ces genres de projets pour aider les pays à s'en sortir. Parce que si vous venez à l'intérieur du pays, il y a des vastes terres qui sont là, qui sont inoccupées. J'ai parlé à un ami, il me dit, écoute, Dakar, vous pleurez, mais nous, on est heureux. De l'eau. Oui, parce qu'au moins, les cultures sont... Maintenant, il y a une floraison actuellement, et bientôt, on a commencé à récolter. Donc, moi, je continue à croire que Dakar... Même si, entre-temps, on annonce qu'en Afrique de l'Est, qu'il y a des nuées de criquets qui vont développer vers le mois de septembre. Est-ce qu'il y a une anticipation par rapport à ces cultures-là, à ces criquets qui arrivent? Oui, il faut je crois qu'on est habitué, je crois que nos États sont capables de faire face à ces calamités-là. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une ville comme Dakar, dont la topographie, comme on dit, n'est pas l'idéal vraiment pour faire de l'évacuation d'eau, parce que l'eau stagne à l'intérieur de la ville, ne va pas. Si vous allez au Cap-Vert, l'eau va à la mer tranquille. Vous y voyez, à Conakry, on ne vous parlera jamais d'inondation, parce que, écoute, d'une manière gravitaire, ça va à la mer. Mais dans Dakar, il vient de vous l'expliquer, nous avons 2 hauteurs, Mamel, Dakar, et le reste, ils sont dans des zones vraiment... Des marigots, c'est des marigots. Il y a plein de marigots ou des lacs ici, je ne sais pas. Et aujourd'hui, on y vit. La grande mosquée, c'était un marigot. Le siège du Parti Socialiste, c'était un marigot. Il y en a énorme. Même pour construire la grande mosquée de Masalikul Jinan, vous avez vu le temps qu'on a mis pour faire face à purger cette zone-là. Donc, aujourd'hui, moi, je continue à croire qu'il ne faut pas que l'on fasse de Dakar le centre du monde en matière d'inondation. Nous avons péché. Les gouvernements successifs ont péché. Ils ont réglé des problèmes ponctuels, alors que c'est un problème global. Et je crois que le professeur pourrait peut-être aider à un peu, comment on le dit, regrouper tous ces petits problèmes-là, en faire un gros sujet et le régler une bonne fois pour toutes. On ne l'a pas fait. On règle des problèmes politiques. Nous avons un quartier qui est inondé, on va venir mettre des pompages. Ça ne sert à rien, mais on le fera et ça rassure les populations. Donc moi, je continue à croire qu'il faut qu'on arrête de... Et ça nourrit la mafia des motopompes aussi. Hein? Ça permet à gens de faire des commissions, des machins. On ne peut pas demander à une dame de toucher des commissions. De griller de l'arachide et de ne pas en manger un peu. Ce sera difficile de faire face à ces choses-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra une réflexion globale sur un problème global. Ce n'est pas un problème ponctuel, ce n'est pas un problème de quartier. C'est un problème global. Dakar est structuré d'une certaine manière. Il faut le régler en pensant à tous les problèmes de Dakar. Et si on le fait, il n'y a aucun problème. Mais si on ne le fait pas, mais les inondations vont revenir. Parce que
les moyens pour évacuer l'eau sont sous-dimensionnés par rapport au volume d'eau qui tombe sur Dakar aujourd'hui et les zones d'infiltration sont réduites à rien. L'exemple type, c'est la zone de captage qui était réservée pour ça et qu'on occupe aujourd'hui. Et donc, il faut que ce soit un problème global qu'on règle d'une manière totale. Mais on ne peut pas faire vraiment du tafiengueul, comme disait Marie-Angélique Savané, régler un problème en se disant, bon, ça va calmer les populations et demain, on aura un autre problème ailleurs et on va se mettre. Ça, je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Voilà. Mais si on veut déplacer les gens avec des normes internationales, le coût va être beaucoup plus grave, beaucoup plus important. Est-ce que le Sénégal a les moyens de faire déplacer les gens, les enlever des zones d'inondation inondables pour les mettre dans d'autres zones? Est-ce que vous préférez, Arsène, avoir le coût des inondations chaque année, consentir des dizaines de milliards, des centaines de milliards chaque année, que de régler un problème définitivement qui coûte cher pour l'instant, mais qui va régler un problème définitivement? Je crois que ce qui a été fait sur les réponses structurelles, le pompage, comme il l'a dit, des zones d'exode qui ont été installées à Grand Yoff, etc., c'était un investissement lourd. Alors que, encore que, les questions de transparence, etc., moi, je ne vais pas toucher à ça. Tout le monde sait qu'il y a d'énormes problèmes sur la gestion des fonds qui sont liés à la gestion des inondations. Mais si l'infrastructure est là, qu'on fasse les pompages de façon adéquate et qu'on mette l'eau là où l'eau doit partir, ça règle des problèmes de façon temporaire. Mais le problème principal, c'est la structuration urbaine. C'est comment faire en sorte, une dépression dans tous les pays du monde, les dépressions sont des zones réservées. Vous ne pouvez pas les occuper. C'est soit des parcs qui sont aménagés pour les gens qui font le jogging, etc. Et c'est important pour Dakar d'avoir ces espaces verts parce que Dakar est une ville très polluée. Ou avoir des espaces verts, aménager ces bassins qui sont récupérés par les eaux et en faire des espaces verts constitue un facteur important pour la vie urbaine. Alors, donc, moi, je pense que le problème, il va au-delà de Dakar aussi. Ce que vous avez à Saint-Louis, ce que vous avez l'année dernière, je crois, il y a eu des problèmes à Louga, Kaolack, on sait qu'il y a des problèmes. Cette année, Ziguinchor a eu des problèmes d'eau. Il faudrait faire une réflexion totalement nationale sur ces questions d'inondation et d'occupation du sol. Maintenant, les outils dont dispose l'État pour gérer, c'est des outils de cohésion. Il faut vraiment faire en sorte, avec les collectivités locales, que des zones qui ne sont pas propices pour l'habitation, que ces zones ne soient pas occupées. Il faudrait faire un suivi continu. Le suivi ne doit pas se faire à l'heure où il y a les inondations. Ça doit se faire de façon continue. À Dakar, ce que vous voyez, c'est que les gens, ils construisent, ils font du n'importe quoi. À un certain moment, les gens viennent dire arrêtez. Parce qu'il n'y a pas de suivi quotidien. Dans certains pays, dès que vous ouvrez une fenêtre là où vous ne devrez pas le faire, ils viendront te voir. J'ai vu au Ghana, c'était dans les années 97 déjà, j'étais stagiaire, il y avait l'équivalent de la DESCOS. Quand vous construisez quelque chose qui déborde un peu de la rue, il y a une écriture qu'ils mettent sur le mur. You remove this by order. Il faut enlever ça le plus rapidement possible. C'est l'État qui vous le demande de le faire. Et les gens enlèvent et ils ont peur. Maintenant, on a la DESCOS qui fait un énorme travail. Il faudrait donner beaucoup plus de pouvoir à ce DESCOS. Et je vais finir sur la cohérence de la politique qui donne l'espace. La question foncière. J'ai entendu des discussions énormes sur cette question-là, entre la préfecture, les mairies, le service cadastral, les impôts, etc. C'est tout un imbroglio. Les gens sont perdus sur l'octroi des terrains au niveau de Dakar. Ça aussi, il faudrait qu'un effort énorme soit fait. Cet effort d'anticipation dont on a parlé tout à l'heure doit se baser sur les processus d'octroi de terrain, les processus de vérification des cahiers de charges des gens qui donnent les maisons, comment on les appelle, les promoteurs immobiliers. Mais un promoteur immobilier, tu lui donnes 10 hectares et après, il fait ce qu'il veut. Dans la cité des Lions, l'Institut des sciences de l'environnement, on l'avait dit, que la cité des Lions va avoir des problèmes. Ils ont rembrayé sur de la matière organique. Et au fil des années, cette matière organique se décompose. Et quand ça se décompose, le sable qui est en surface, mais ça fait, et tu as un effet sismique, un effet tremblement de terre pratiquement. Ces immeubles-là, qui ont coûté des milliards, vont être en ruine dans très peu de temps. Donc, ces promoteurs immobiliers doivent être mis au banc. Quand on vous donne un plan d'une zone qui a été préparée pour l'habitation, on te montre des routes, des canalisations, etc. Et au finish, il n'y a rien. Au finish, il n'y a absolument rien. Ils te donnent le terrain, ils te prennent ton argent et ils s'en vont. Maintenant, c'est l'État qui doit contrôler.
le fait que ces promoteurs, pour l'argent qu'ils ont gagné, qu'ils le remettent dans le système pour que ces zones soient des zones viabilisées, des zones assainies. On parle de parcelles assainies. Les parcelles assainies ne sont pas très assainies. Dans toutes les parcelles assainies que vous avez au Sénégal, elles ne sont pas très assainies. Peut-être quelques canalisations, c'est tout. Et donc, c'est ce niveau de responsabilité, c'est ce niveau d'accomptabilité, de redevance qu'il faudrait mettre en avant. La transparence et la clarité dans les accords d'octroi de terrain, ça doit être aussi clarifié. L'engagement des mairies dans ce processus, ça doit être renforcé. Et cette discussion, je pense que ça ne peut pas tenir sur une émission. Il faudrait qu'il y ait une discussion franche et sincère pour cette question d'inondation de façon générale dans ce pays. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps qui reçoit Cheikh Mbow, expert en inondation, Issa Sall, journaliste et éditorialiste et aussi analyste politique. On va passer au deuxième point de notre débat, dans quelques minutes. Nicolas Sarkozy a traité les Noirs de singes sur un plateau de télévision en France. Les gens estiment que c'est récurrent chez l'ancien président français quand il est venu au Sénégal en disant que l'homme noir n'est pas encore entré dans l'histoire. Et il n'y a aucune réaction au niveau de l'Afrique par rapport à ce qui est sorti. Je pense que la meilleure réponse, c'est de ne pas avoir de réaction parce que, vous savez, si on s'aime chaque fois que les gens nous traitent de racistes, je crois que la meilleure solution, parce que Sarkozy n'est pas n'importe qui. De savoir nous évaluer nous-mêmes, c'est d'avoir nos convictions. Ce que les autres pensent de nous, si on s'aime tous les jours, on ne s'en sortira pas. Il y a une chose qui est importante dans la vie, c'est de s'estimer soi-même, de regarder ce que l'on fait, d'avoir une ambition et de construire ce que nous devons faire. Mais les autres sont libres de penser ce qu'ils veulent de nous. Mais les Wolofs le traduisent très bien. Et après, tu peux le faire 10 fois, mais vous ne me trouverez jamais sur ce terrain. On n'a pas à s'émouvoir. Moi, je trouve que ça ne mérite même pas un débat. Sarkozy est venu en tant que président à Ouaga. Il a prononcé des mots malheureux. Ce qui devait être dit a été dit par des intellectuels africains qui ont écrit un livre. À Dakar, il a dit à Dakar. À Dakar. Et des intellectuels sont venus. Machili Gassama et les autres. Et on a écrit un livre, une réponse claire, nette et précise. Mais on peut s'émouvoir. Mais ça changera quoi? Ça ne changera rien du tout. L'histoire de Floyd est là. Les Américains ont une réaction par rapport à leur pays. Là-bas, c'est la violence. Nous, aujourd'hui, en Afrique, nous devons avoir une fierté africaine et ne pas s'émouvoir de ce que... Parce que souvent, on a l'impression que tant que les autres ne disent pas que nous sommes beaux, nous, on ne se considère pas beaux. Et il y a un journal américain qui dit que le Sénégal a fait la meilleure politique, parmi les meilleures contre l'épidémie. Et nous, on est tout contents. Mais ce qui est important, c'est les résultats que nous obtiendrons nous-mêmes et que les populations sénégalaises accepteront que ces résultats sont de bons résultats. Mais attendre que les autres le disent pour être contents, je trouve que quelquefois, on se prend vraiment, on est très petit par rapport à nous-mêmes. On a un mépris pour nous-mêmes, pour vraiment nos qualités, nos intellectuels. Tant que vous n'êtes pas allé en Amérique écrire ou professer là-bas, on vous considère comme quelqu'un qui n'est pas aussi... Alors que il y en a de brillants qui sont ici. Pourquoi aller aux États-Unis ou en France? Parce que... mais ce n'est pas eux le label aujourd'hui de qualité. Les Chinois sont là, les Coréens sont là, les Japonais sont là. Vous les entendez dire un mot sur l'Afrique, ce n'est pas leur problème. Ils viennent, ils te disent, nous coopérons. Mais nous, on préfère que les Français disent, ah ben le Sénégal c'est un beau pays. Ah bon, on se rend compte que notre pays est beau. Mais la sortie de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas quand même anodin en tant qu'ancien président. Je ne donne pas toute télévision. Quelques semaines avant, il y avait la députée des Insoumis qui a subi aussi, dans un papier français, les valeurs actuelles, qu'il a considéré aussi comme étant une esclave. C'est un débat qui a beaucoup d'émotions en France. Absolument. Et les dirigeants africains, dans ce genre de débat, on ne les entend pas. Vous savez, ce débat a duré trop longtemps. Vous savez, ça fait des dizaines d'années, des centaines d'années que l'Afrique a été perçue avec des mots désobligeants, avec des jugements de valeur. Et rien n'a empêché à l'Afrique d'être là où elle est en ce moment, malgré tout. Ces propos désobligeants n'ont pas arrêté la marche de l'Afrique.
Et c'est cette marche de l'Afrique qui fait peur. Parce que quand quelqu'un a peur de vous, c'est qu'il n'est pas sûr de sa propre identité. Le propre de l'Africain, c'est d'être sûr de sa propre identité. L'ère actuelle de l'humanité, l'humanisme de l'humanité dont Souleymane Bachir Diagne parlait, cet humanisme-là, on vient le chercher en Afrique. Ces concepts d'Ubuntu, d'Ascan, etc., qu'on utilise dans les relations sociales, sont en train de répondre indirectement à tous ces gens-là qui, de façon vocale, expriment un dédain pour l'Afrique. La preuve, il a parlé de Covid. Au départ du Covid, tout le monde s'est alarmé pour l'Afrique. En ce moment, tout le monde félicite l'Afrique. Pour moi, la meilleure réponse, c'est ce qu'on fait de nous, c'est ce qu'on fait de ce continent. Et c'est là, moi, en tant que directeur de Future Africa Institute, on n'a pas mis cet institut simplement basé sur la fierté d'être africain. C'est qu'on est basé sur des évidences que la transformation qui va s'opérer dans ce monde sera portée par l'Afrique dans ce siècle-là. On a la population la plus jeune. On a une population extrêmement intelligente. Les universités en Afrique ont été multipliées par 3 au moins. Les intellectuels africains reviennent en masse pour travailler pour leur continent. Les ressources naturelles de l'Afrique dominent le monde. Les ressources en eau, les ressources minérales, les ressources forestières, les ressources énergétiques. Toutes ces ressources sont pratiquement épuisées ailleurs. Il n'y a que l'Afrique qui a ces ressources. Maintenant, le fait de vous faire croire que vous ne pouvez pas y arriver, c'est une forme de vous décourager pour pouvoir utiliser ces ressources et accélérer le processus de transformation qui est irrévocable et qui est en train de s'opérer. L'Institut que je gère est en train de voir par tous les moyens possibles comment les intellectuels africains peuvent faire la sourde oreille sur ce discours et ces rhétoriques de rejet pour se concentrer sur une rhétorique constructive, positive, qui permet à l'Afrique d'avancer. J'étais dans la salle quand Nicolas Sarkozy prononçait son discours de Dakar. 10 minutes après qu'il a commencé, j'ai quitté parce que les ouvrages qu'il citait, les ouvrages de Césaire, de Senghor, de Camara Laye, il les a interprétés d'une façon totalement galvaudée. Et j'ai quitté la salle avec quelques poignées de personnes et dehors, en écoutant son discours dans la radio, on s'est dit qu'il n'a rien compris. Et comme la plupart de certains Européens qui font ce type de discours n'auront rien compris de l'Afrique, et ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que la perception générale en France n'est pas la perception de Sarkozy. La perception générale aux États-Unis n'est pas la perception de Sarkozy. Ce que les Africains pensent pouvoir faire, ce que la diaspora africaine pense pouvoir faire, et il y a beaucoup de mouvements qui sont en train de se mettre en place. Pour moi, ces réponses vont mieux qu'aller répondre mot pour mot à ce qu'il a dit. Parce qu'on a quand même un proverbe qui dit que quand vous faites comme l'autre, vous ressemblez à l'autre. Et c'est exactement comme ça. Justement, quel est le travail psychologique qu'il faut faire en Afrique pour que davantage les jeunes Africains soient plus fiers d'eux? Ah, mais c'est ce qui se fait tous les jours. Je crois que la pandémie a été l'occasion pour nous tous, et surtout pour les jeunes Africains, de montrer que, mais ici aussi, on peut faire quelque chose. L'école polytechnique qui réfléchit, il y a énormément, mais c'est aussi des preuves de fierté. C'est des preuves de fierté. Pour davantage pousser les jeunes à croire plus en eux. Un mouvement, il y a un travail psychologique qu'il faut faire peut-être. Vis-à-vis des jeunes, que quand ils voient en blanc, ils ont des difficultés. Je trouve que oui, il y en a encore. Il y en a encore. Mais vous êtes journaliste, vous avez quand même constaté, même nos chefs d'État, quand ils voient un micro des radios étrangères, ils sont plus prompts à la parler qu'à parler africaine. Ça, c'est autre chose. C'est psychologique aussi. C'est psychologique profond. Et ça ne disparaîtra pas. Et si eux, ils ne peuvent pas faire le pas, c'est difficile pour les jeunes de croire. Parce qu'on gouverne par l'exemple aussi. D'abord, il faut que le leadership en Afrique soit un leadership fort, parce qu'il nous en manque de plus en plus. Et je crois que sur ce plan-là, on ne va pas réveiller les Nkrumah, on ne va pas réveiller les Mamadou Dia, les Modibo Keïta, on ne va pas les réveiller. Aujourd'hui, le monde a changé. Les Africains, ils ont accès au monde. On ne peut pas aujourd'hui leur demander de dire, écoutez, nous n'aimons pas ce que les autres font. Mais la fierté africaine, elle est même dans les médias. Nollywood, c'est quoi? Les chaînes les films sénégalais qui ont un succès mondial, c'est quoi? Aujourd'hui, quelquefois, je suis surpris. Dans nos maisons, on préfère regarder un film africain
qu'un film européen. Comment quelle que soit la accompagner, qualité. comment accompagner Donc, davantage moi, quand les ce gens me disent mouvement? qu'il y a un phénomène de... On est ébahi devant les qualités. Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, dans nos maisons, on est devenu de plus en plus africains. Mais comment accompagner davantage sur ces nos mouvements? valeurs. Comment accompagner davantage ces mouvements? Mais Ils c'est prennent de l'ampleur. C'est l'école. Il ne faut pas que l'exemple vienne d'ailleurs. Il faut que l'exemple soit là. On a d'excellents. Mais quand l'autre jour, j'ai entendu qu'on va donner des bourses à ceux qui ont la mention très bien pour aller en Europe, je suis choqué. Comment on peut prendre nos meilleurs et les amener en Europe? Et dans ces conditions, mais ils vont croire que ce qui est en Europe, c'est ce qu'il y a de mieux. On va affaiblir le niveau d'enseignement ici au niveau national parce que les meilleurs seront de l'autre côté. Donc, ceux qui restent ici dans les facs, ce sont les médiocres. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais pour que la politique permet à l'Africain de garder sa fierté, c'est de donner l'exemple. Ce n'est rien d'autre. Et surtout de croire en nous-mêmes. Voilà. Cheikh Bou, très rapidement. Très rapidement, booster ce mouvement? Je pense qu'il y a un grand effort pour reconstruire la rhétorique sur l'Afrique. Pendant longtemps, les gens ont parlé au nom de l'Afrique. C'est le moment pour que les Africains parlent à leur propre nom. Ça, c'est extrêmement important. Et si on ne le fait pas, la jeunesse va le faire. Parce que la jeunesse est très branchée sur les réseaux. Cette jeunesse-là a soif de valeurs qui viennent d'eux-mêmes. Parce qu'on leur a souvent vendu le fait que tout ce qui se passe de l'autre côté est meilleur que ce qui se passe ici. Et comment voulez-vous retenir une jeunesse dans son pays quand on lui dit qu'il n'y a pas un espoir pour lui, pour vivre ici? Les opportunités pour créer de l'emploi, on dit que c'est un gros problème. Il y a énormément de possibilités sur les ressources naturelles et sur... Donc cette rhétorique doit être reconstruite et faite dans le sens de renforcer un peu la fierté africaine et le fait de pouvoir rester dans ce continent et travailler pour le développement de nos pays. Voilà, Cheikh Bou, expert en inondation. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci aussi à Issa Sall, journaliste et éditorialiste. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour cette émission. Merci à Biran Sissi à la technique. Bon dimanche à tous. Bienvenue sur e-Radio, la radio de toutes les générations. e-Radio, xibaar yu wér te wóor. rajo ngeen di déglu fukki waxtu ak benn di 11h05 la def xayma bi la leen di